Ibrahim Boubacar Keïta est de retour depuis hier soir à Bamako. Le Mali et le Qatar décident de l'ouverture de représentations diplomatiques à Doha et à Bamako. La première grande commission mixte tiendra ici à Bamako courant avril ses travaux. Journée nationale de salubrité, une journée institutionnalisée a été lancée aujourd'hui. À dire que désormais, chaque dernier samedi du mois sera consacré à des opérations d'assainissement à travers tout le pays. Nous sommes samedi 25 janvier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est à Bamako depuis hier soir et ce matin déjà, il a commencé ses activités en recevant une délégation chinoise en séjour dans notre pays pour la promotion de l'énergie solaire avec en vue l'installation d'une centrale solaire. Le chef de la délégation au micro de Aloussene Touré. C'est la première fois que nous sommes venus au Mali et nous avons discuté avec le président du fait qu'on veut construire des centrales solaires, une centrale solaire et aussi installer des unités de production de panneaux solaires et aussi effectuer donc des dons qui vont se transformer de faire de petits projets solaires, mais qui sont des dons de Hanergie. Donc c'est grosso modo ça. Et puis en plus, le fait donc d'être là avec Excellence Monsieur l'ambassadeur, ensemble, nous avons beaucoup de confiance à faire quelque chose au Mali. Après un mois, une équipe va revenir, suivre ce qui va se passer après. Je vous le disais, le Mali et le Qatar décident de l'ouverture de représentations diplomatiques à Bamako et à Doha. La première grande commission mixte de coopération Mali-Qatar se tiendra dans notre capitale et le mois d'avril a été retenu pour ce faire. Ce sont là deux résolutions majeures contenues dans le communiqué final, communiqué qui a sanctionné la visite officielle que vient d'effectuer le président de la République à Doha, Ibrahim Boubacar Keïta, a insisté sur le suivi des décisions prises. Nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Dembawan, Ibrahima Koulibaly. Cette visite officielle du président de la République à Doha a permis aux deux pays de passer en revue leurs relations bilatérales et cela dans tous les domaines. Au plan politique, les autorités maliennes ont expliqué à la partie qatari l'évolution sociopolitique au Mali. Il a notamment été question du processus de réconciliation nationale en cours. Le Mali a également exprimé son encouragement aux consultations exploratoires menées par le gouvernement algérien dans le cadre du dialogue national inclusif à Bamako entre tous les fils du Mali. Son Altesse l'émir du Qatar a assuré le président Ibrahim Boubacar Keïta de sa disponibilité et de la solidarité de son pays à soutenir le Mali dans ses efforts visant à consolider la sécurité et la stabilité et à préserver l'intégrité territoriale du pays. La diplomatie aujourd'hui, telle que le président de la République l'a fixée, doit non seulement faire retrouver au Mali sa place d'antan dans le concert des nations, comme une nation de paix, une nation aussi ouverte et qui a fait que le Mali bénéficie de ce capital de sympathie à travers le monde. Et la deuxième chose, cette diplomatie aussi, elle doit être moderne, ouverte et privilégier les aspects économiques. Un autre aussi dossier qui est très important, lever toutes sortes d'incompréhensions qui ont pu se glisser ça et là sur le rôle des uns et des autres. À l'issue de la visite du chef de l'État, plusieurs autres décisions ont été prises par le Mali et le Qatar. Les deux pays décident notamment de l'ouverture d'ambassades résidentes dans l'un et l'autre des pays. En plus, dès avril prochain, la première commission mixte de coopération Mali-Qatar se tiendra à Bamako. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est d'ores et déjà ferme sur le suivi de l'évolution des différents dossiers. Et le Qatar veut des choses concrètes, des projets concrets. Habituellement, nous sommes lents, nous Maliens, dans ces réactions-là, mais je suis moi-même, dorénavant, toutes ces affaires-là. On n'est pas en train de faire du tourisme. On ne se bat pour le Mali. Et j'entends que ce que nous engageons soit suivi des faits. Il n'est pas question de dormir à Bamako. Au retour, il faut que des projets bien ficelés soient présentés à la partie qatari, qui ne demande que cela. Donc nous le ferons, Inch'Allah. Le temps est donc donné et les résultats sont attendus. C'est sur ces notes que le président de la République a regagné Bamako après 72 heures de visite officielle bien remplie.
Plusieurs membres du gouvernement ont accompagné le chef de l'État à Doha. Ils ont à leur tour eu des entretiens séparés avec leur homologue qatari. Ces échanges ont couvert un large éventail des secteurs clés de développement. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Un séjour sans répit pour les ministres qui ont effectué le déplacement avec le président de la République à Doha. Chacun dans son domaine a eu des séances de travail avec son homologue qatari et avec plusieurs autres partenaires. Les entretiens ont surtout porté sur les volets politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires. Le but était de parvenir à des propositions concrètes pour enclencher entre les deux pays un véritable partenariat fécond et durable. Au finish, la moisson semble être très bonne. Nous partons de Doha avec une proposition concrète, celle de mettre en place 2 centres de formation professionnelle, dont un centre de formation au métier de la mode à Bamako et un centre de formation aux métiers artisanaux au niveau de Tombouctou. C'est acquis. En même temps, après quelques échanges avec le Qatar que nous allons faire dans les semaines à venir, nous avons aussi acquis un chèque de 2 millions de dollars qui viendront pour faire ces investissements-là au niveau du Mali. Dans le cadre des ressources minières, il y a une discussion en ce moment avec Qatar Mining où on va leur accorder des permis d'autorisation de recherche dans le domaine minier, avec comme objectif le développement dans les années à venir d'une nouvelle mine au Mali. Ils ont exprimé des intérêts forts sur ce secteur-là. Donc ils vont arriver à Bamako dans 2 semaines pour qu'on puisse signer un accord de coopération sur ce secteur-là. Et en même temps, ils ont des intérêts pour rendre dans le capital de certaines sociétés d'exploitation qui sont en train déjà d'exploiter des mines au Mali, des sociétés privées maliennes. Et là aussi, on les attend à Bamako pour confirmer tous ces engagements qu'on a pris ici aujourd'hui. La chaîne de télévision Al Jazeera est une référence de l'audiovisuel dans le monde. Nous l'avons sollicité afin de nous accompagner pour améliorer notre cadre de travail et ensuite nous aider dans le cadre de la formation de nos agents qui sont en charge de l'audiovisuel d'État. Donc ils sont tout à fait disposés également à nous accompagner là-dessus. Et un dernier point, avant cette visite, les autorités en charge de la poste du Qatar avaient déjà soutenu la poste du Mali dans un certain nombre d'actions. Et nous avons tenu à revivifier ces actions et puis voir dans la mesure du possible qu'est-ce qui peut être fait en plus de tout ce qui a été déjà engagé. Dans le cadre du transport aérien, nous avons accepté déjà la venue de Qatar Airways chez nous. Ça sera précisé et formalisé dans les jours à venir. Comme transport terrestre, il y a le projet de l'aménagement du port d'Ambididi, qui est un port fluvial dont nous ambitionnons de faire un port multimodal. La partie qatari a eu une attention particulière par rapport à ce projet. La partie qatari s'est montrée très intéressée à avoir signé entre le Mali et le Qatar une coopération de travail qui se traduira par la possibilité pour la main-d'œuvre malienne de venir travailler au Qatar, se conformant aux règles et aux principes qui président à la bonne gestion des ressources humaines et du travail par l'État moderne. Sur le plan humanitaire, le Qatar s'est montré intéressé à nous accompagner dans ce chantier qui consiste à faire revenir dans notre pays nos compatriotes qui sont hors de leur région et zone habituelle de résidence. Des partenaires sont très intéressés à investir dans l'agro-industrie au Mali, notamment les industries animales et également le sucre. Donc ils nous ont demandé d'élaborer très rapidement des fiches de projet et des opportunités pour identifier des opportunités d'affaires et ils vont envoyer des techniciens au Mali travailler avec les techniciens du département pour évaluer ces potentialités et après nous allons progresser ensemble.
Et ils sont surtout intéressés par les projets sucriers de Markala et également l'abattoir de Sabaléboukou pour sa réhabilitation afin de les mettre à la norme internationale. Ces entretiens officiels visent aussi à booster l'investissement au Mali. Les deux pays se sont engagés à diversifier leur coopération au regard des potentialités et opportunités que recèlent leurs économies respectives. Le secteur privé a apporté des projets, des vrais projets concrets, dans les secteurs de l'énergie, l'énergie électrique, à travers des centrales électriques dans la région de Caille, à travers également des projets d'hôtellerie, à travers des projets d'agro-business qui ont été présentés ici aux entreprises qataries, qui ont émis des intérêts, nous avons eu des échanges et on a convenu que nous allons, à travers donc, le gouvernement, le département dont j'ai la charge, d'envoyer ces projets-là, de poursuivre les discussions. Au-delà de ça, nous avons également les contacts avec la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, avec qui nous avons eu des discussions, et il a été convenu avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de très rapidement signer un Memorandum of Understanding, donc un protocole d'accord, qui va donc permettre de lancer les jalons d'une coopération durable pour, bien entendu, en vue d'avoir une mission commerciale d'entreprises qataries au Mali dans les prochains mois. Et nous espérons déjà qu'une mission malienne va revenir au Qatar très prochainement dans les 2 ou 3 prochains mois pour venir poursuivre ces discussions avec la Chambre de commerce pour tout en susciter leur intérêt sur le Mali et que la mission commerciale puisse avoir lieu dans les prochains mois. L'assainissement est la préoccupation majeure des Bamakois. Et en la matière, le goulot d'étranglement, c'est notre capacité à évacuer les déchets solides. Nous avons soumis aux autorités qataries et au ministre en charge de l'urbanisme et au ministre de l'Environnement nos doléances en termes de renforcement des moyens d'évacuation de la voirie par la dotation en camions d'évacuation des déchets. Et nous pensons que dans les semaines à venir, nous devrons avoir une réponse que j'espère positive. Les autorités maliennes et qataries entendent ainsi impulser une dynamique nouvelle à la coopération entre les deux pays. Un mécanisme de suivi est déjà mis en place pour apprécier l'évolution des différents projets jusqu'à leur concrétisation. Le secteur privé était du voyage présidentiel. Le but était de permettre aux chefs d'entreprise d'explorer les opportunités d'établissement d'un partenariat entre opérateurs économiques des deux pays. Nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Dembawan et Ibrahima Koulibaly. Le Mali sort d'une grave crise et a urgemment besoin de relancer son économie. Conviction du président de la République qui effectue pour la 2e fois à l'étranger un déplacement avec l'ensemble du secteur privé malien. Des rencontres ont été organisées avec des entreprises du Qatar pour discuter de projets d'investissement dans divers secteurs. Cette initiative du président de la République est à saluer. Comme vous le savez, bien avant son élection, il avait souhaité dans son programme qui est l'émergence des champions maliens dans le secteur privé. Mais au-delà de la volonté politique, il a voulu accompagner cela par des actions concrètes pour que ça soit une réalité. Et tout le monde sait que le Mali est riche en ressources naturelles. Et le président veut que dans l'exploitation de ces ressources naturelles, tant agricoles que minières, que les Maliens soient des champions reconnus sur le plan mondial pour cela. Nous avons présenté des projets dans le cadre de l'exploitation de l'or, des projets également dans le cadre de la diversification du secteur minier, notamment les métaux de base tels que la bauxite et le fer, également le phosphate pour la transformation évidemment du phosphate naturel en engrais. En tout cas, tous ces projets ont intéressé la partie qatari, qui a manifesté en tout cas sa volonté de nous rendre visite le mois prochain pour pouvoir tisser vraiment des relations de partenariat dans le cadre du développement du secteur minier du Mali. Les rencontres ont permis d'afficher le dynamisme du secteur privé malien et de promouvoir la destination Mali pour les affaires. Des prises de contact entre les diverses chambres de métiers des deux pays posent certainement les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant. Nos envoyés spéciaux reviendront sur la visite du président de la République au Qatar très prochainement dans un magazine spécial. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zeibi Ould Sidi Mohamed, quitte Bamako aujourd'hui même pour Addis Abeba où il prendra part aux travaux de la 24e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. La dite session examinera entre autres les recommandations
issu de la 27e session du comité des représentants permanents tenue les 24 et 25 janvier. La 24e session du conseil exécutif va donc préparer le 22e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Autre titre de l'actualité, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, représentant le Premier ministre, a lancé ce matin la journée nationale de salubrité, une journée qui est désormais institutionnalisée dans notre pays. C'est dire donc que chaque dernier samedi du mois sera consacré à la salubrité à travers tout le pays. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement et de notre reporter Youssouf Diakité. C'est désormais une réalité. La journée nationale de l'assainissement est lancée en République du Mali. Tous les acteurs étaient là, les gouvernements, les collectivités, les populations et la presse. Dans toutes les interventions, on a senti la nécessité de conjuguer les efforts en vue de gagner les défis liés à la problématique de l'assainissement. Et chacun exprime son adhésion à l'initiative. L'institution d'une journée de salubrité se veut sans aucun doute un retour, sinon un renvoi à nos belles habitudes d'antan qui consistait à entretenir, à protéger, à sauvegarder jalousement notre cadre de vie. Pour gagner définitivement les combats contre les ordures, il faut disposer des moyens adéquats pour la collecte, le transport et même la transformation. Il s'agit là, à mon avis, d'une initiative capitale qui vise la mobilisation sociale pour un engagement plus citoyen en faveur de notre cadre de vie. Par conséquent, nous adhérons pleinement à cette démarche et jouerons pleinement notre rôle. Quand nous parlons de ressources, ce n'est pas seulement matérielles, humaines, font que la mairie du district peine à faire face à son devoir, notamment le transport des déchets solides, le contrôle des dépôts de transit et l'évacuation des déchets vers la décharge finale. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, qui a représenté le Premier ministre, estime que ce combat doit être collectif. Je témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités portent à l'amélioration du cadre de vie des populations du Mali en général et du district de Bamako en particulier. La protection de l'environnement, notamment l'assainissement, est un enjeu politique majeur au Mali. La Constitution du 25 février 1992, en son article 15, dispose, je cite, « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tous et pour l'État. » Les groupes Nyogolon étaient là non pas pour faire rire l'auditoire, mais pour faire passer des messages de changement de comportement face à la détérioration continue de notre cadre de vie. Le Forum national sur la corruption et la délinquance financière a pris fin hier soir, c'était au Centre international de conférence de Bamako. À l'issue des assises, les participants ont formulé des recommandations qui sont entre autres la redynamisation du comité de suivi, le renforcement des capacités financières en budgétisant le plan d'action. Moussa Fané, compte rendu. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est l'une des priorités du gouvernement. La tenue de ce forum s'inscrit dans le droit fil de cette ambition. Ainsi, au terme de 2 jours d'échange, les participants ont formulé une série de recommandations. Sur le plan d'action, le forum a retenu la poursuite des travaux sur le plan d'action à la suite de ce forum et de mieux formuler les recommandations avant la finalisation du plan d'action. Sur le cadre institutionnel, la redynamisation rapide du comité de suivi pour une plus grande réalisation de ses activités, notamment la production diligente et régulière des rapports. De renforcer les capacités financières en budgétisant le plan d'action, en diligentant la prise en charge des activités du comité de suivi, en assurant la prise en charge du fonctionnement du secrétariat du comité et en dotant chaque point focal de moyens adéquats. La formalisation d'une structure indépendante de lutte contre la corruption dotée d'un statut juridique, d'une autonomie financière et d'un pouvoir de prévention et de répression. Sur le projet de loi portant sur la prévention et la répression de l'enrichissement illicite, le Forum recommande que la fonction de coordination soit la fonction principale du mandat de l'Office central. Il recommande également de veiller à ce que l'immunité ne puisse pas constituer un obstacle aux poursuites. Le ministre de la Justice, représentant le Premier ministre, a rassuré les participants quant à la détermination du gouvernement à lutter contre ce fléau. Pour lui, les recommandations issues du forum
feront l'objet d'une attention particulière du gouvernement. Je puis vous donner l'assurance que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le gouvernement, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre, sont résolument déterminés à mettre fin à la gabegie et à l'impunité. Les recommandations pertinentes formulées visent certainement à améliorer la mise en œuvre effective des recommandations issues des États généraux sur la corruption et la délinquance financière. En tout cas, la mise en œuvre de ces recommandations devra permettre de lutter efficacement contre la corruption, assurer aussi la bonne gouvernance dans notre pays. Autre cérémonie de clôture, celle portant sur les réflexions sur les contours de la problématique de la plateforme des organes de gestion de l'espace francophone. Au cours des journées d'échange, les membres du réseau des compétences électorales recommandent le renforcement des capacités des institutions, des États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie, Fademba Keïta. Ce séminaire international du réseau des compétences électorales francophones a mis l'accent sur les bonnes pratiques susceptibles de consolider et de professionnaliser la gestion des élections. Outre la mise en place d'un organisme permanent de gestion des élections, plusieurs autres recommandations ont été adressées notamment aux chefs d'État et au gouvernement, aux centres et écoles de formation électorale et au réseau. Recommandons, premièrement, aux chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie, 2. Poursuivre la mise en place et la consolidation d'organismes permanents, impartiaux et professionnels et garantissant la transparence et la crédibilité des élections. Aux organismes de gestion des élections, administrer les élections dans la plus grande neutralité politique et favoriser la concertation des acteurs institutionnels et non institutionnels dans les prises de décision. La tenue de ces assises a été possible grâce à l'appui des autorités maliennes et de l'Organisation internationale de la francophonie. En dépit de nos différences au plan institutionnel, car il y en a, ces 3 journées de débats intenses ont renforcé ma conviction selon laquelle toutes les jeunes démocraties ont les mêmes préoccupations à quelque chose près. Partout dans notre pays, il existe cette volonté politique, surtout quand il s'agit des élections, de prendre le maximum de garanties pour poursuivre notre processus démocratique en minimisant les dérapages constatés au lendemain de l'avènement du multipartisme dans certains de nos États. Les 7 panels inscrits à l'ordre du jour portaient entre autres sur les critères de nomination des administrateurs électoraux et leur indépendance politique, le recrutement et la formation des agents de l'organisme de gestion des élections. Les résultats de leur analyse doivent contribuer à l'indépendance, à l'autonomie de gestion et à la professionnalisation des organismes de gestion des élections de l'espace francophone. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a été hier à Aguelorque pour rendre hommage aux militaires et civils tombés sur le champ de bataille. Soumeilo Boubei-Meiga a profité de cette occasion pour féliciter et encourager les forces armées maliennes et leurs alliés dans leur mission de défense du territoire et de sécurisation des populations. Le ministre leur a rassuré de la volonté des autorités à apporter des réformes majeures au sein de la Grande Muette. Le récit de nos envoyés spéciaux à Aguelorque, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Aguelorque, la ville martyre, c'est ici que des militaires maliens ont été sommairement exécutés le 24 janvier 2012. Une date qui marque encore et pour toujours les esprits. Aujourd'hui, la paix s'installe. La ville est sécurisée par les forces armées maliennes appuyées par les troupes tchadiennes et un détachement de la force Serval. Depuis les événements de 2012, c'est la toute première fois qu'un officiel se rend dans la ville. Et qui de mieux que le ministre de la Défense et les anciens combattants pour remonter davantage le moral des troupes et encourager l'encadrement. Tout le travail de redressement qui est en cours, s'il n'y avait pas de bons chefs qui ont eu à assumer leur commandement dans des situations extrêmement difficiles, c'est certain que ça allait être extrêmement difficile, ça allait être très difficile pour tout le monde. Donc c'est une occasion pour moi de prendre contact avec vous, de vous féliciter, de vous encourager à poursuivre votre travail. Tous les citoyens considèrent que votre présence ici est une victoire pour le pays et signifie que, contrairement à ce que beaucoup pensent, que l'État malien est présent partout.
Le ministre Maïga a profité de cette journée commémorative du 24 janvier pour rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour le Mali. Un sacrifice qui doit servir d'exemple pour la nouvelle génération. Et le ministre de dévoiler les ambitions des autorités politiques pour la Grande Muette. Le problème, ce n'est pas seulement qu'on vous donne des armes, qu'on vous donne des munitions, mais il faut aussi qu'on travaille à améliorer la condition des militaires. C'est pourquoi cette fois-ci, au 20 janvier, nous avons aussi posé la première pierre du premier programme de logements sociaux au profit des militaires. Et nous allons continuer dans toutes les régions à faire la même chose. Aujourd'hui, la population gagne la confiance des forces armées maliennes. Les déplacés et les réfugiés retournent progressivement. La situation de 2012 à 2014, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Au jour d'aujourd'hui quand même, je pense qu'avec les accords de Ouaga, avec le retour de l'armée ici à Guelhok, avec l'appui de l'aménagement, de la force Serval, je pense que chacun est rassuré aujourd'hui quand même à rentrer chez lui. Le ministre a par ailleurs rencontré la notabilité. Les besoins de celle-ci ont pour nom le rétablissement des réseaux téléphoniques, la réouverture des classes et l'accès aux soins de santé, toutes choses indispensables pour le développement. Une bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises et industries maliennes. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC vient de signer avec la Banque malienne de solidarité BMS une convention de financement à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Et cette convention a été signée au siège de la BIDC à Lomé, suivant la cérémonie de signature avec Garibou Pérou. 5 milliards de francs CFA, c'est le montant de la ligne de crédit accordée par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, à la Banque malienne de solidarité BMS. Ces 5 milliards ont été accordés à la BMS pour accompagner essentiellement les petites et moyennes entreprises et industries. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt à nos yeux une triple signification. D'abord, elle consacre le renforcement des liens entre la BIDC et la Banque malienne de solidarité. Ensuite, elle intervient dans un contexte bien particulier, à savoir la sortie de la crise multidimensionnelle qu'a connue le Mali, crise qui a eu de sérieux impacts sur les fondamentaux du tissu économique. Et enfin, elle illustre les efforts fournis par la Banque malienne de solidarité pour mériter votre confiance. Pour le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, cet argent participera aux efforts de remise à flot de l'économie malienne en soutenant en priorité les jeunes et les femmes. Nous avons signé 2 accords de prêt ce matin, le premier avec la Banque malienne de solidarité pour un montant total de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du refinancement des PME au Mali et également pour la reconstruction dans ce pays en post-conflit. Après la BOAD en mai dernier, c'est le tour de la BIDC aujourd'hui. Ce sont près de 10 milliards de francs CFA en moins de 10 mois que la Banque malienne de solidarité a soulevé pour soutenir les petites et moyennes entreprises et industries durement éprouvées par la crise que le pays vient de traverser. La BMS, institution financière majeure de l'économie malienne, vient de montrer encore sa marque d'efficacité. Restons à Lomé où plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le prêt que la Banque ouest-africaine de développement vient d'accorder à l'institution de microfinance Kafo-Djiguiné, une masse financière qui va renforcer les capacités de Kafo-Djiguiné dans le financement de l'agriculture et des activités génératrices de revenus. La signature est intervenue entre le vice-président de la BOAD, notre compatriote Bassari Touré, et le directeur général de Kafo-Djiguiné, envoyé spécial Sekou Okonati. Par la signature de la présente convention à son siège à Lomé au Togo, la Banque ouest-africaine de développement BOAD met à la disposition de Kafo-Djiguiné la somme de 3 milliards 500 millions de francs CFA à titre de prêt. Une confiance renouvelée qui résulte de la bonne utilisation et du bon remboursement d'un premier prêt qui s'élevait à 1 milliard 500 millions de francs CFA. En décidant d'octroyer à Kafo-Djiguiné une deuxième ligne de refinancement d'un montant de 3 milliards 500 millions de francs CFA, la BOAD contribue au renforcement et à l'accroissement des capacités d'intervention de cette institution en matière de financement à moyen terme de projets d'investissement agricole. Ce prêt constitue ainsi un canal de choix pour la BOAD pour atteindre le monde agricole au regard de l'étendue du réseau et de l'expérience accumulée par l'institution depuis sa création.
La mise à disposition de cette seconde ligne arrive au moment où l'institution leader, la microfinance Kafodjiguinè, veut relever de nombreux défis. Le contrat de prêt que nous signons aujourd'hui va accroître considérablement les moyens financiers de notre institution afin de répondre avec une grande efficacité aux demandes de prêts des populations rurales. C'est une ressource longue qui va démultiplier les capacités de notre institution, qui ne dispose essentiellement que de ressources à durée courte. Cette ressource stable va permettre d'accompagner et d'équiper les exploitants agricoles afin d'améliorer leur production et leur rendement. Et le président du conseil d'administration, Karamogo Konaté, de saluer cette marque de confiance qui est le fruit de l'engagement et du professionnalisme des cadres de l'institution de Kafodjiguinè, qui compte aujourd'hui plus de 340 000 clients membres et un total bilan de 35 milliards de francs CFA. Et le présent accord de prêt à long terme doit redonner le sourire à de nombreux exploitants agricoles du Mali Sud qui attendent impatiemment leurs tracteurs et d'autres équipements pour la campagne 2014. Sékou Konaté. Nous revenons ici à Bamako pour parler de l'hôpital du Point G, qui vient de recevoir un don en équipement et en médicaments d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA. L'œuvre a été réalisée grâce à une Malienne de France, Lamine Keita. Composé de médicaments, des matelas, des lits, des brancards, des fauteuils de relaxation, des lunettes corrigées, cette donation est l'œuvre de notre compatriote de France. Aide-soignante de son état, elle a bénéficié de l'appui médical de l'hôpital privé d'Antony en France. Par ce geste, elle entend contribuer au soulagement des malades. Il y a un an, mon père est tombé gravement malade. On l'a amené à Pongé. Après, je suis venue ici. Les conditions de Pongé étaient catastrophiques. Donc, ça m'a vraiment donné envie de venir aider mon pays, tout simplement. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est réjoui de l'acte de la donatrice qui constitue un geste patriotique. Ces produits pharmaceutiques et ces matériels de qualité, de très bonne qualité, sont aujourd'hui beaucoup recherchés en tout cas dans nos structures. Et les médicaments et les matériels qui viennent d'être mis à notre disposition seront certainement d'un apport incontestable dans le fonctionnement de nos services. L'heureuse donatrice compte poursuivre son action, notamment avec l'invitation prochaine des médecins de sa structure pour des échanges avec l'hôpital du Point G. Le guide spirituel de la Fédération Ansardine Internationale était face à la presse ce matin à son QG à Bankoni. Cheikh Ousmane Chérif Madani Aïdara invite les Maliens au pardon et à la réconciliation nationale. Et c'était pour faire le point de la célébration de la fête de Maouloud. Daouda Sidiki Diarra. Chaque année, après la célébration de la fête de Maouloud, le guide spirituel de la Fédération Ansardine Internationale rencontre la presse, non pas pour prêcher, mais pour répondre aux questions des hommes des médias. C'est là sur la vie de la nation. Pour Cheikh Ousmane Chérif Madani Aïdara, il est souhaitable que tous les Maliens regardent dans la même direction. Pour l'intérêt suprême de notre pays, nous devons privilégier le dialogue et le rapprochement entre les fils de cette nation malienne, y voir d'un bon œil la réconciliation nationale. Notre prophète a appelé les gens à réconcilier. Et lui aussi, il a beaucoup fait ça entre eux. Et bon, le prophète a demandé ça, l'islam oblige ça aussi. On est tous des Maliens, on croit qu'Inch'Allah, on va se réconcilier, il n'y a pas de problème entre nous. Par rapport à la fête de Maouloud 2014, son organisation a coûté 75 millions de francs CFA à la Fédération Ansardine Internationale. Les adeptes sont venus de 25 pays africains, outre le Mali. Pour ce faire, 11 commissions et 150 sous-commissions ont été mises en place afin de rendre le séjour agréable à ces musulmans. Le guide salue l'implication du gouvernement dans l'organisation de Maouloud cette année, mais déplore une seule chose. Le stade 26 mars n'a pas pu contenir les gens. Sauf ça, vraiment, tout s'est passé bien. Dieu merci, alhamdoulilah. Pour le bien-être du Mali, la Fédération Ansardine Internationale sera toujours avec les autorités pour les actions qu'elles vont entreprendre, a laissé entendre le leader de Ansardine Internationale.
Améliorer les conditions de vie et d'études des universitaires à travers de bonnes prestations au Centre national des œuvres universitaires, c'est la volonté de son conseil d'administration qui a tenu sa 7e session ordinaire ici à Bamako. À en croire les administrateurs, la présente session se tient à une période de renaissance pour le CENU qui est à l'œuvre pour l'application des nouvelles orientations. Mamourou Sidibé, compte rendu. Les administrateurs de cette 7e session ordinaire du Centre national des œuvres universitaires ont réservé au programme qui leur est soumis des analyses et critiques. Ceci pour permettre au CENU d'améliorer la qualité de ses prestations pour le grand bonheur des étudiants. C'est ainsi que les administrateurs ont évalué le rapport d'activité, le rapport financier 2013 avant d'examiner et adopter le programme d'activité et le projet de budget 2014. Nous avons en fait pour le budget provisionnel de 2014 une somme de 26 milliards, environ 187 millions. Et ça représente un peu plus de 0,44% du budget précédent. Ce budget est essentiellement consacré au paiement des allocations de bourse, d'accord, au trousseau, mais également à l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et comme c'est d'ailleurs le principal objectif du CENU, d'accord. Donc le reste va à la construction des cités, au transport des étudiants, à la réhabilitation des dortoirs et également aux activités culturelles sportives, mais aussi à l'assistance médicale. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué les efforts déjà déployés par le CENU. Il s'agit entre autres de la mise en place des ligues régionales, de la participation du Mali à la 27e universiade d'été des Jeux universitaires en Russie, de la bancarisation à grande échelle et de l'ouverture du centre régional de Ségou. Le syndicat libre et démocratique de l'enseignement fondamental a tenu son 4e congrès ordinaire, c'était au lycée technique de Bamako. Au centre des travaux, l'examen du rapport moral du bureau exécutif sortant et la mise en place de nouveaux organes dirigeants du syndicat. Nando Dambélé. Ce 4e congrès qui se tient dans un contexte particulier sort le syndicat libre et démocratique de l'enseignement fondamental SILDEF du plus long mandat qu'ait connu un bureau syndical. Le secrétaire général par intérim, Mohamed Fofana, a saisi l'occasion pour se féliciter des bons rapports entre son syndicat et le ministère de l'Éducation nationale. Le bureau exécutif national du SILDEF apprécie très sincèrement la qualité de nos rapports. Rapport empreint de courtoisie, de disponibilité, d'écoute mutuelle dans le respect de nos identités et de nos natures propres. Pour sa part, le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale a réitéré l'intérêt qu'accorde son département à l'événement. Le département de l'Éducation accorde un grand intérêt à ce congrès, car c'est le moment le plus important dans la vie d'un syndicat. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les syndicats pour leur compréhension et leur aide précieuse pendant la crise que notre pays a connue. Pendant les 2 jours de travaux, les congressistes vont examiner le rapport moral et financier du bureau sortant avant de procéder au renouvellement des organes dirigeants que sont le bureau exécutif national et la commission nationale de contrôle. Des unités de production d'huile de végétal pure de Jatropha pour 90 millions de francs CFA au profit des communes de Yorosso et Kouri en 3e région. Une initiative du groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité pour promouvoir l'offre de services énergétiques de proximité à base de biocarburants. Sikasso, nous retrouvons Daouda Djakité. Les 2 unités qui viennent d'être mises à la disposition des communes de Kouri et de Yorosso comprennent chacune un magasin de stockage de graines de Jatropha, d'une salle de presse équipée de machines et d'un laboratoire d'analyse des produits finis. Une initiative du groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité GRS pour promouvoir l'offre de services énergétiques en milieu rural par le développement de la filière de l'agrocarburant de proximité. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de moulins ferment parce que le gasoil est trop cher. Et donc, on veut combattre cette tendance inéluctable à l'augmentation du coût du pétrole
en proposant des solutions alternatives. D'une capacité de transformation de 800 kg jour et par unité, les infrastructures auront coûté 90 millions de francs CFA financés par l'Union européenne. Les contraintes énergétiques, que ce soit pour raison de coût du kilowattheure, mais que ce soit aussi tout simplement pour la non-disponibilité du service, sont des freins au développement économique. Et à ce titre, les projets, quels qu'ils soient, en faveur de l'énergie, sont des projets en faveur du développement du Mali. La technologie de production d'énergie électrique propre à partir du pourguerre, plantée et transformée localement, apparaît très innovante et prometteuse pour le développement des services énergétiques accessibles au plus grand nombre de la population et aux activités socio-économiques, objectif global de la politique énergétique nationale. Occasion pour les autorités communales de Kouri et de Yorosso de saluer le groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité GRS pour cette marque de considération avant de rassurer les partenaires techniques et financiers de la gestion efficiente des infrastructures. La visite des installations et de certaines minuteries fonctionnant uniquement à base d'huile de jatropha en Ampena a mis fin à la cérémonie. En prélude au lancement du programme de Wari, 2 sessions ont été organisées. Le thème de la première porte sur les semences et celle de la seconde sur le genre et l'agro-business. Étudiants, chercheurs et producteurs ont pris part à ces différentes rencontres. Envoyés spéciaux, Garibou Pérou et Adama Diakité. Pour faire une bonne production, il faut des semences de qualité, de la bonne terre, de l'eau, mais aussi des ressources humaines bien formées. Le contrôle de qualité des semences porte sur les aspects de l'éligibilité de la variété, les conditions d'installation, la variété végétale et l'état sanitaire de la culture. Nous travaillons en Afrique et en Asie. Vous savez, en Inde, on a pu mettre en place 200 agro-business et nous voulons faire la même chose en Afrique. Le programme que nous on va mettre en place, parce que les étudiants ont pensé ensemble avant que chacun ne fasse seul à part. Donc on a essayé, comme nous sommes le nombre de 10 ici, nous allons essayer de faire une sorte de coopérative entre étudiants et essayer de s'aider pour au moins mettre en place une entreprise de production de semences dans à peu près 4 à 5 semences et 5 sortes de cultures. La relation genre et agrobusiness reste toujours un sujet complexe, surtout en milieu rural. En dépit de cela, les femmes réalisent au moins la moitié des travaux champêtres, se trouvent marginalisées selon les conférenciers, marginalisées par l'accès à la terre, à l'équipement et au financement. On parle d'agro-business dans la répartition des biens, notamment entre les différentes catégories sociales. Je trouve que l'agro-business doit s'intéresser à toutes les catégories sociales afin que chacun puisse avoir un gain. Le lancement de ce projet a une dimension environnementale exceptionnelle. Non seulement il faut faire de l'agro-business, mais tout au long du processus, pour arriver à la production, arriver à la transformation, arriver au stade où nous sommes, de la commercialisation, je crois que l'impact de tous ces processus sur l'environnement est extrêmement important. Wari fait découvrir à tous les demandeurs d'emploi et producteurs l'agrobusiness. Puisque l'accompagnement et l'expertise existent déjà, c'est donc l'occasion pour tous de mettre en place des entreprises pour profiter de l'énorme potentialité de nos ressources naturelles. En 5e région, 120 millions de francs CFA, 120 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel informatique mis à la disposition de l'administration et collectivité de la région de Mopti par l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Cet appui s'inscrit dans le cadre du projet de soutien rapide au retour de l'administration et des services sociaux dans les zones post-crise des régions du Nord. Yacouba Meiga. Ce matériel informatique est composé de 33 ordinateurs, 2 photocopieuses, 6 imprimantes robustes et 10 imprimantes scanners d'une valeur de 120 millions de francs CFA financés par l'Union européenne. Il est destiné à certains services administratifs et certaines collectivités des cercles de Tenenkou, Yuaru et Douanza touchés directement par la crise passée. Au niveau de la coopération luxembourgeoise, déjà, nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité d'aller vers une seconde phase de ce projet. Et cette réflexion, nous allons l'engager avec tous les bénéficiaires et toutes les autorités au niveau des zones post-conflit. Mais au niveau de Mopti, nous avons distribué des kits administratifs, des fournitures de bureaux dans les SEC de Mopti. Et aujourd'hui, nous sommes à une autre phase de notre action
qui est la distribution de matériel informatique. La présente donation, qui vient s'ajouter à bien d'autres déjà effectuées par l'X Development, devrait sans nul doute contribuer à la réinstallation effective de ces services dans les zones post-conflit. Ce qui m'amène d'ailleurs à adresser toute notre reconnaissance et tous nos remerciements à l'UXDEV pour sa promptitude et la pertinence de ses interventions au niveau de notre région. Dans la région de Mopti, ce sont 19 communes qui sont aujourd'hui appuyées par l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. En première région, à Caille, le commissaire de police du 1er arrondissement vient de démanteler un réseau de bandits qualifiés dans le vol de moto Jakarta. Tout s'est passé dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier, quand l'un des voleurs traversait le pont de Caille pour partir à Bamako avec une moto volée. Nous retrouvons Mahamadou Aliou Bari. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2014, les éléments du commissariat de police du 1er arrondissement de Caille ont arrêté un motocycliste au rond-point du pont de Caille. Après vérification, il s'est avéré que l'individu circulait sur une moto Jakarta volée. Conduit au commissariat de police, il a reconnu les faits et dénoncé les autres membres du réseau qui viennent voler les motos à Caille pour aller les vendre à Bamako. Au cours de son interrogatoire, il a reconnu avoir volé la dite moto et a ajouté que ses co-auteurs au nombre de 3 sont en route sur Bamako. Le procureur de la République a été informé des faits et une mission a été levée qui a interpellé le nommé Suleiman Keita à Djidjeni. Ce dernier, dans son interrogatoire, a déclaré que les recéleurs au nombre de 3 sont à Bamako, parmi lesquels un à Niamakoro et les 2 autres à Kalabankoro. Le directeur régional de la police par intérim a remercié les policiers de Caille et Bamako ainsi que l'autorité judiciaire qui ont permis de mettre hors d'état de nuire ces voleurs de moto Jakarta. Nos éléments ont fait preuve de courage et d'efficacité pour venir à bout de ces malfrats. Et à lieu de souligner la collaboration entre les forces, le directeur général de la police a donné des instructions. Nous avons reçu l'appui des collègues de Bamako, notamment le commissariat de police de Kati, du 4e arrondissement et du 11e arrondissement. Les opérations ont été bien menées. Il y a eu également l'accompagnement des autorités judiciaires, le procureur de Caille et le procureur de Bamako, vraiment, pour mener à bien la mission. Les 2 voleurs et les 3 receleurs qui avaient 9 motos Jakarta volées méditent sur leur sort à la prison centrale de Caille. Sport football dans ce journal, les Aigles du Mali quittent le championnat d'Afrique des Nations 2014. Ils ont été dominés cet après-midi par les Warriors du Zimbabwe, 2-1 lors du match de quart de finale. Auparavant, le Nigeria avait battu le Maroc 4-3. Le résumé de ces 2 matchs avec Abdul Karim Kaba. La course des Aigles du Mali au CHAN Afrique du Sud 2014 s'arrête en quart de finale. Face aux Warriors de Zimbabwe, c'est le rêve de tout un peuple qui s'est brisé. Les Zimbabwéens cueillent d'abord à froid les nôtres dès la 10e minute. Les Maliens, qui n'arrivent pas à jouer leur jeu, courent derrière le ballon jusqu'à la pause. D'ailleurs, n'eût été quelques parades d'Ismaïla Diakité, le score aurait pu être plus grave. En seconde période, les Warriors ne donnent pas du temps aux Aigles de réagir. 55e minute, Marachi double la mise pour le Zimbabwe. Les Maliens méconnaissables n'arrivent pas à trouver le rythme habituel. À 2 minutes de la fin, Hamidou Sinayo réduit le score pour le Mali. On en restera là, 2-1 pour le Zimbabwe, qui se qualifie ainsi pour la demi-finale. Auparavant, c'est le Nigeria qui a accédé aux demi-finales, aux dépens du Maroc. Dans cette rencontre, chaque équipe a eu sa mi-temps. Le Maroc remporte la première partie avec 3 buts. En seconde période, le Nigeria a su trouver les ressources nécessaires pour remonter ces 3 buts et s'imposer au cours des prolongations en inscrivant un 4e but. Score final 4-3 pour le Nigeria. Nigeria-Maroc, un véritable festival de buts et de retournements de situation. Les 2 autres quarts de finale auront lieu ce dimanche avec Ghana-RD Congo à 15h et à 18h30 Gabon-Libye.
Fin de course donc pour nos représentants qui n'ont pas démérité. Actu Hebdo de ce dimanche reçoit comme invité le ministre du Plan et de la Prospective, Cheikhna Seydi Hamadi Jawara, le général Chiaka Sangaré, président du réseau des compétences électorales francophones, et Karl Bamber, qui est président fondateur de l'association des enfants du village de Nemeko. Demain, dimanche, Actu Hebdo à partir de midi avec Ibrahima Djambélé et toute son équipe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi, journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Demain, 13h, Amara Malé Diallo prendra le relais. Excellente nuit à tous. Au revoir.